Ok, donc bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de comment séparer ces composants en React. Le but, ça va pas être de présenter comment vous allez pouvoir architecturer votre application, etc. Ça va plutôt être de parler de j'ai un gros composant, ben, à quel moment je vais décider comment est-ce que je le coupe en deux. Donc, moi, c'est Julien Pravé, je travaille chez Oxitec. Donc si jamais vous avez des questions à propos de la boîte ou quoi, n'hésitez pas à venir me voir après. Mais en tout cas, on recrute. Euh, donc, généralement, on dit que React, c'est le V de MVC. Moi, j'aime pas trop cette appellation parce qu'on a tendance à du coup faire des confusions en se disant bah, React, finalement, ça fait que de la vue, mais pas dans le sens où ça fait de l'interface, mais juste ça fait bah, du DOM, quoi. Et ça, je suis pas vraiment d'accord. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pour moi, React, c'est juste que c'est orienté composant. Ça veut dire qu'on va avoir plein de petits composants qui vont fonctionner de manière isolée. On va pouvoir les faire communiquer entre eux, mais ils sont censés marcher tout seuls. Et chaque composant va être capable de faire à la fois la vue, mais aussi de gérer son état et de vivre seul. Donc l'intérêt, c'est que du coup, on n'a pas une application, mais on a plein de petites applications. Et du coup, c'est plus facile à gérer vu que on n'a pas besoin de réfléchir à tous les cas, tous les impacts qu'il peut y avoir dans l'application, etc. On va juste faire des petits bouts par petits bouts, et après on va empiler le tout, et ça va faire une application. C'est magique. Par exemple, donc ça c'est Spotify, et en fait, eux, ce qu'ils font pour développer leur appli, ils ont un système de squad. Un squad, c'est 4-5 développeurs qui va s'occuper d'un truc, qui va être maître de ce truc, et qui du coup va le faire du tout début jusqu'à la toute fin, jusqu'au déploiement. C'est ce squad-là qui va être responsable. Par exemple, est-ce que j'ai la souris? Par exemple, là, sur le menu, il y a un squad qui va s'en occuper, qui va dire bah voilà, qu'est-ce que je dois afficher dessus, etc. Pour le player en bas, ça va être un squad différent. Et du coup, là, on va retrouver ce système de composants. S'il y a quelqu'un qui va s'occuper de faire ce composant, il ne va pas impacter le reste de l'application, et du coup, c'est safe. Sauf que le problème, c'est que on va peut-être pas mettre un squad pour styler une div dans l'application. Donc, le but de React, ça va être de faire plein de petits composants. Mais comment on va pouvoir dire à quel moment j'ai un gros composant, j'ai un petit composant, qu'est-ce qui est censé faire ce composant? Quels outils sont mis à disposition pour déjà faire ces composants? On a en fait deux outils. On a les composants stateless, où on a juste les propriétés, comme l'a bien expliqué Damien, qui vont faire une vue, où là, ça va être juste de cracher du DOM ou cracher une appli native, etc. Ou des composants stateful, qui eux vont pouvoir vivre tout seuls. Moi, j'aime beaucoup ça. J'utilise pas trop Redux parce qu'en fait, je trouve que souvent, c'est utilisé trop tôt. Et du coup, on perd la capacité d'avoir un composant qu'on peut juste poser dans l'application et sans se poser de questions. Je vais commencer pour dire quels sont les différents types de composants qu'on peut avoir, par essayer de faire un truc un petit peu formel avec des mots qui font genre et tout ça. Mais le but, c'est juste de le faire là où vous êtes à l'aise, de détecter quand est-ce que ça devient trop gros, ça vient avec l'expérience, mais peut-être qu'avec cette présentation, je vais vous permettre d'avoir un petit peu des pistes pour se dire là, il faut que je découpe. Généralement, on entend parler de la différenciation entre smart et dumb. En fait, c'est pour dire qu'il y a des composants qui sont intelligents, qui vont gérer l'application, et des composants qui sont bêtes, qui vont juste faire de la vue. Et du coup, en fait, en général, on va dire, bah, finalement, les composants smart, c'est les stateful, et les dumb, c'est les stateless. Sauf qu'en disant ça, on va dire que l'interface, par exemple un drop-down, pour moi, c'est bête. Enfin, on a juste, quand on clique, ça va dérouler, quand on reclique, ça va se replier, et ça va pas apporter de la valeur à l'application.
Du coup, pour moi, c'est dump, mais c'est pas stateless. Donc, j'aime pas trop cette définition parce que je la trouve trop restrictive, et du coup, je préfère dire qu'il y a plus de types de composants que ça. Pour moi, il y en a 4. Donc, le premier auquel on pense, c'est le présentateur UI, on va dire ça comme ça, où le but, c'est juste de dire euh, on va faire un composant qui va cracher du DOM. Ça va être la div qu'on va utiliser, ça va être un drop-down, etc. Mais sans la partie je gère l'état de l'application. Ce que ça permet d'avoir ce type de composant, c'est d'assurer une homogénéité dans votre application. Le plus gros risque en général quand on fait du web, c'est de se dire bah, là j'ai besoin de ce style-là, donc je vais faire un peu de CSS, et à un autre endroit je vais faire d'autres CSS, et en fait il y a les trucs qui existent déjà à deux endroits différents, mais ils vont vivre chacun de leur côté, et quand l'application elle va grandir, bah, finalement ça va plus ressembler du tout, et on va avoir une application qui ressemble à rien. Sur l'exemple de Spotify, on peut dire que un composant, un présentateur UI, ça va être par exemple là un média, donc une image avec une description, un titre. On va avoir aussi là le fait qu'il y ait un titre et dedans il y a une catégorie. Et là, bon, là vous ne le voyez pas parce que la résolution, voilà. Mais en gros, il y a un petit trait juste en dessous du titre, et ça, c'est le genre de petit détail qui, dans une UI, va faire en sorte que ça va faire vrai. Ça va être joli parce que c'est homogène. Et du coup, les présentateurs UI, si on se concentre pour mettre tout le DOM, tout le style dans ces composants-là, on va pouvoir les réutiliser plus facilement. Ces présentateurs UI, ils ne peuvent pas vivre seuls. On va avoir les contrôleurs UI. Le but de ces contrôleurs, c'est de dire comment va évoluer l'UI, donc juste la partie qui fait que votre application est homogène, seule. Et en fait, ces composants-là, ils ont l'intérêt d'être isolés du reste de l'application. Parce que si ils commencent à communiquer avec trop de monde, avec leurs frères, leurs grands-grands-grands-parents, etc., on va retomber dans le cadre d'une application qui, si on touche à un endroit, ça va faire exploser le reste. Donc, ces contrôleurs UI, ils sont stateful, c'est des composants dumb, mais smart à la fois, vu qu'ils ont un état. Ici, bon, les screens, voilà, mais par exemple, c'est de dire, là, en fait, c'est la liste des pages qui sont présentes dans, dans le browse. Et donc, en fait, quand on va cliquer, ça va le mettre en vert, souligné en vert en dessous. Ça va faire en sorte de changer le contenu de la page, etc. Ça, c'est les contrôleurs UI dans le sens où ben, ce comportement-là, on va le réutiliser partout dans l'application. À l'inverse, on a des contrôleurs métiers. Ceux-là, ils vont apporter la valeur de votre application. C'est pas juste du thème, c'est pas juste dire votre application, elle va se comporter comme ça, c'est votre application, elle va vous apporter cette valeur-là. Du coup, ça va vous apporter, c'est eux qui vont être responsables de gérer la communication avec l'API, que ce soit pour récupérer des données ou pour les envoyer. C'est eux qui vont faire évoluer l'application. Quand on dit bah, j'ai fait une action sur ce composant-là, donc sur l'autre composant, il va avoir une autre action. Généralement, cette communication, elle va pouvoir se faire avec Redux, parce que là, c'est pertinent quand vous avez des états qui influencent différentes parties de l'application, de passer par un gestionnaire d'état qui est Redux, ou Flux, enfin, ou utiliser les Flux, etc. Ces contrôleurs métiers, ils vont être uniques. En fait, le fait d'avoir un composant qui va faire une chose, il faut quand même que ce soit un composant isolé, qui va pouvoir évoluer seul, etc. Mais le fait de ne pas l'utiliser à un autre endroit de l'application, c'est pas grave en fait. C'est pas pour autant qu'il faut se dire qu'on ne fait pas le composant. Et un autre détail important, c'est de dire que dans les contrôleurs, on va utiliser 0 DOM. Déjà pour se préparer à utiliser le contrôleur de façon différente, parce que normalement, ce que
la manière dont va évoluer l'application, c'est pas censé être lié à la manière dont vous affichez l'application. Et en plus, le fait d'avoir à aucun moment des éléments du DOM dans ces contrôleurs, ça veut dire que vous allez pouvoir faire la migration facilement quand vous allez devoir faire du React Native ou autre. Donc là, le contrôleur, les contrôleurs qu'on peut voir ici, c'est pour toute la partie du player en bas, ça va être un contrôleur qui va pouvoir dire je suis en train d'être lu, c'est tel album qui est en train d'être lu, telle piste qui est en train d'être lue, je suis à tel état de la lecture de la piste, etc. On va en avoir un autre pour le contenu ici, pour dire voilà, quelles données je vais récupérer pour afficher les playlists recommandées, etc. Et le dernier type de composants, où personnellement je trouve qu'ils sont sous-évalués ou pas assez mis en valeur, c'est les présentateurs métiers. Ce que j'appelle présentateurs métiers, en fait, c'est ceux qui vont permettre de gérer l'organisation de votre application. Le but, c'est pas de faire de l'affichage, le but, c'est pas de dire je vais mettre du bleu ici, du rouge et voilà. Le but, ça va être de dire dans mon application, je commence par un header, j'ai un contenu, j'ai un footer. Dans le contenu, enfin plutôt dans le header, j'ai le logo et j'ai un autre composant qui va être la gestion de l'utilisateur. Ça va vous permettre de naviguer plus facilement dans votre application et le fait de les avoir en code lisible, ça va vraiment apporter de la valeur pour les gens qui vont rentrer dans votre application. Eux aussi, ils sont en utilisation unique, mais encore une fois, c'est pas grave, parce que même si vous allez devoir faire sûrement un clic de plus pour aller chercher le bon présentateur pour voir comment est organisée votre application, au moins, vous aurez vous verrez directement comment un composant métier est organisé. Et eux aussi, dans la mesure du possible, éviter au maximum d'utiliser du DOM et se contenter d'utiliser des composants UI pour justement faciliter ce que j'ai dit tout à l'heure avec la migration React Native, etc. Donc là, le présentateur UI, ça va être pour la page centrale, par exemple, de dire que elle est composée d'un titre, que elle-même, il y a des tabs, et après, un autre contrôleur métier va gérer le contenu du tabs Discover qui est ici. Et dans ce tabs Discover, on va faire un présentateur métier qui va dire j'ai je suppose que c'est ça, enfin j'arrive pas à lire, mais enfin voilà, d'abord je mets ce truc playlist, les top recommended for you, etc. Donc volontairement j'ai essayé de pas mettre de code. C'est sûrement un peu perturbant, mais le but c'est de se dire que les composants, en fait, cette façon de penser, vous allez pouvoir l'avoir quel que soit le système si il utilise le système de composants. Ça sera vrai pour React, mais ça sera vrai pour d'autres technologies aussi. Et donc concrètement, maintenant, en React, quelles sont les alarmes qu'on va pouvoir repérer pour dire là, il va falloir que je découpe mon composant. Ça va peut-être être un présentateur UI, ça va peut-être être un contrôleur ou autre. Mais le but, c'est surtout de savoir quand est-ce qu'on va le découper. Le fait de les appeler d'une certaine façon, c'est pas vraiment important. La première alarme, c'est d'avoir un render qui est trop long. Donc la fonction render, pour ceux qui ne sont pas familiers de React, c'est la fonction qui permet de dire qu'est-ce qu'un composant doit afficher. Si elle est trop longue, ça va être difficile à lire. Et surtout, ce que je vais répéter souvent, c'est qu'on retombe dans le cas où on a une grosse application au lieu d'avoir plein de petites applications. Est-ce que ça s'écran? Ouais. Donc là, c'est le cas d'un render qui pour moi est trop long, où en fait, c'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont en fond, mais l'idée c'est de dire qu'il y a un contenu qui est composé d'un titre et d'une description, mais j'arrive à le comprendre à peu près parce que j'ai utilisé un formalisme pour mes classes CSS. Mais si jamais je dois savoir à quoi correspond la propriété title à chaque fois pour comprendre ce que affiche le composant, c'est déjà trop compliqué pour quelqu'un qui rentre juste dans le composant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler en disant j'ai un container, là j'ai un titre, et après là j'ai une description.
Et la description, ce sera un autre composant qui va être responsable de dire, la description c'est une liste, et dans cette liste, je vais pouvoir faire plein de petits objets, et après je vais continuer à découper au fur et à mesure. Une deuxième alarme, ça va être quand un composant métier a du DOM. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment très important. Parce que en fait c'est pas le bon endroit. Quand vous faites du Angular ou autre, ou même une appli backend, vous avez vos contrôleurs et vous essayez de ne pas mixer avec tout ce qui est relatif à vue. Ben, c'est pas parce qu'on a des composants qui sont responsables de faire un maximum de choses, d'encapsuler votre application, qu'à l'intérieur il ne peut pas y avoir d'organisation. Et donc pour les métiers, on évite absolument d'utiliser le doc. Aussi parce que on peut difficilement rester homogène quand on remet du CSS un peu partout. Donc ça, j'ai déjà dit. Et donc là, c'est un peu le même principe que ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous avez du DOM qui est un peu trop présent, alors que là, vous avez directement, vous lisez directement, sauf ceux qui sont au fond, que c'est une catégorie title en premier, une description en suivant, et on peut enchaîner. Une autre alarme, ça va être la gestion du state. Donc moi, j'aime bien les composants stateful. J'essaye d'éviter au maximum d'utiliser Redux pour pouvoir poser les composants. Et du coup, je me retrouve avec des composants stateful qui vont peut-être gérer beaucoup de choses. S'ils gèrent beaucoup de choses, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir réutiliser une partie de leur logique ailleurs dans l'application. Donc c'est mal. On revient aussi, il y a aussi le même problème de la grosse application qui va tout gérer, et au lieu d'avoir plein de petites applications qui assurent, elles, de savoir bien gérer leurs choses. Et en plus, en général, quand on a un gros state, on va avoir un gros render derrière. Lui, je vais peut-être pouvoir le zoomer. Donc, un state d'un composant qui va gérer une liste. Bon, là, ils ont que les ID, c'est pas très intéressant, mais il y a une liste qui est affichée. On va pouvoir dire si le composant est actif ou pas. On va pouvoir dire quel est le composant suivant et précédent, si les données sont chargées ou pas. Il va y avoir plein d'informations qui sont a priori corrélées, puisque le but c'est de gérer la liste et son affichage, mais pourtant on a trop d'informations. En fait, on va pouvoir faire un composant qui va gérer juste le fait de récupérer la data, ou qui va juste récupérer list et loading par exemple, et après on va avoir un autre composant qui va pouvoir faire le mécanisme de, je ne sais pas trop ce que j'ai représenté, mais par exemple un slider, qui dit quel est le suivant, quel est le précédent. Et le but, ça va être vraiment d'isoler et essayer de comprendre d'où vient chaque state pour pouvoir faire autant de composants qu'il y a de responsabilités. Non, c'est trop gros. Une autre alarme qu'on va pouvoir avoir, ça va être les propriétés en cascade. Ce que j'appelle des propriétés en cascade, en fait, c'est en React, quand on fait des composants, on va avoir souvent un contrôleur métier qui est tout en haut, qui est responsable de beaucoup de choses, parce que forcément c'est plus compliqué que juste gérer une partie du i. Et lui, du coup, va faire passer des propriétés. Et potentiellement, ces propriétés, elles vont aller très bas. Elles vont aller au fils, petit-fils, arrière-petit-fils, etc. J'ai personnellement, enfin, ça me gêne pas trop d'avoir des propriétés en cascade. Je sais qu'il y en a que ça gêne énormément, parce que du coup, ça donne l'impression que si on change le nom d'une propriété à un moment, on va devoir changer tous les composants. Bon, bref, on en parlera après si vous voulez. Et du coup, le fait de passer des propriétés en cascade, vous allez devoir réécrire une tonne de fois le même nom de propriété, donc c'est pas forcément très drôle à écrire. Et souvent, ça veut dire que vous avez quand même un contrôleur en haut qui fait trop de choses. Vous allez sûrement pouvoir le découper en disant que le composant pourrait être
enfin, il y a certaines propriétés qui pourraient être utilisées plus bas. Ou alors, elles pourraient être données à Redux qui permettrait de gérer, lui, vraiment un état global. Et de toute façon, c'est le but d'avoir, d'être le sur tous et d'avoir beaucoup d'états de l'application. Et donc voilà, c'est ce que je dis. Après, l'inconvénient, souvent Redux c'est la solution un petit peu de facilité, dans le sens où on a déjà plein d'actions qui partent des Redux et qui vont permettre de gérer l'application. Il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais le fait de vraiment, enfin React avec sa philosophie de composants, le fait de pouvoir importer un composant ailleurs sans avoir de problème, c'est possible avec Redux, mais ça complique un petit peu les choses. Donc ça, c'est un exemple avec plein de propriétés qui sont passées, ou toujours avec le système de liste. Et en fait, le loading, finalement, ça veut dire qu'on pourrait utiliser la différenciation pour dire j'affiche un composant en train de charger et j'affiche un composant qui n'est pas en train de charger. Je pourrais le faire à un autre endroit. Une autre alarme où vous allez sûrement vous dire que vous pouvez couper vos composants, c'est quand dans la fonction render, il y a beaucoup de if. En fait, généralement, c'est des présentateurs qui vont pouvoir être séparés dans le sens où le if, même si ça fait faire une fonction en plus, enfin un composant React en plus, vous allez pouvoir dire dans ce composant en plus, là j'ai mon if, et du coup à la lecture de render, ça va être moins, vous allez plus lisible et vous comprendrez directement comment ça s'affiche. Donc là, par exemple, un peu toujours le même principe, où là, c'est une catégorie qui a un titre et des enfants. Mais s'il n'y a pas d'enfants, on veut afficher un message, et s'il y a des enfants, on affiche les enfants. Pour moi, c'est plus intéressant de dire que le composant, la catégorie, est composé d'un titre et d'un contenu, et c'est le contenu qui va être responsable de dire si jamais la liste est vide, j'affiche quelque chose qui prévient l'utilisateur qu'il n'y a pas d'éléments. Un autre point, ça sera plus vrai du côté des composants UI, c'est quand un composant a trop de propriétés obligatoires. Là, c'est par exemple quand vous avez par exemple un gestionnaire de tabs où vous allez pouvoir dire quel tab est sélectionné, qu'est-ce qui se passe quand on le change, quand il y a un tab qui a été changé, il faut que l'information remonte pour que quelqu'un plus haut soit au courant. Ce qui est pratique dans ces situations, c'est de dire si jamais l'utilisateur n'a pas mis le tab actif ou n'a pas mis la propriété onChange, essayez de faire en sorte que le composant soit capable de gérer ce manque. Par exemple, en étant stateful, plutôt que de gérer l'état plus haut. En faisant ça, en fait, ça sera plus facile à réutiliser et surtout, les gens qui n'auront pas écrit eux-mêmes le composant arriveront plus facilement à l'utiliser. Vous aurez toujours la capacité de dire je fais remonter l'information plus haut, mais c'est pas pour autant que ça doit être compliqué à utiliser la première fois et que tout le monde a besoin d'être expert user. Ça, c'est la dernière alarme qui, en fait, moi je trouve que c'est pas une alarme. J'aime bien faire des copier-coller, je trouve pas ça trop grave. Ça va être un problème quand vous avez trop de copier-coller. Quand vous allez avoir des composants qui vont avoir la même logique, mais en fait, quand vous faites par exemple du DOM, si vous faites 2 fois une div, c'est pas grave, il y a 2 fois une div. Si vous mettez 2 fois la classe, c'est pas grave, il y a 2 fois la classe. Et en fait, j'essaye de faire remonter cette façon de faire plus haut. Des fois, ça va assez haut, même dans mes contrôleurs métiers. Enfin, un peu trop quand même. Mais au moins dans les contrôleurs UI, j'hésite pas à copier-coller, quitte à refactorer plus tard. Parce que si on le fait trop tôt, en fait, on risque
d'avoir beaucoup plus de complications après, alors que finalement, changer une typo à 2 endroits différents, c'est pas si difficile que ça. Surtout si vous avez une test suite, ou que ce soit avec Jest, avec des snapshots, ou juste un truc standard fait maison, enfin, vous allez avoir normalement quelque chose qui va vous prévenir qu'il y a eu un problème. Donc, la deuxième partie de ma présentation, ça va être de parler un petit peu de React Storybook. Le but, ça va être de présenter un petit peu l'outil et de quelques add-ons qui sont intéressants pour compléter React Storybook, mais voilà. Et du coup, en fait, le React Storybook, c'est quoi? C'est un outil qui permet de faire une sorte de documentation vivante de vos composants. Mais l'intérêt pour moi, c'est plutôt de dire, ça va être une espèce de sandbox où vous allez pouvoir utiliser un composant de manière isolée, en dehors de votre application, et du coup, d'utiliser votre composant comme l'utiliserait quelqu'un qui ne connaît pas votre composant. C'est très utile pour des librairies, quand vous faites une librairie, etc. Mais c'est très utile aussi quand vous êtes dans un gros projet où c'est pas possible que tout le monde soit au courant de tous les composants qui existent, parce que du coup, les gens vont pouvoir voir comment c'est utilisé dans les cas standards, dans les cas un petit peu plus particuliers, etc. Et du coup, en faisant ça, en fait, vous allez avoir des composants plus utilisables. Alors, donc là, c'est un exemple d'implémentation de React Storybook, où en fait, c'est la librairie, c'est celle de React Dates, faite par Airbnb, où ils ont mis en fait tous les cas qui permettent tous les cas et toutes les façons d'utiliser leurs composants de DatePicker. Donc, l'avantage, c'est que c'est interactif. Je peux voir exactement ce qui se passe. Et surtout, vous allez pouvoir avoir plein de petits cas particuliers pour dire voilà comment c'est censé se comporter quand dans ce cas. Et comment c'est fait côté code? Alors, on va essayer ça. Donc, côté code, donc ça c'est le GitHub de la librairie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va faire des stories. Alors, eux, ils ont fait le choix de séparer les stories du code. Mais personnellement, je trouve ça plus intéressant de faire vivre votre story juste à côté de votre composant, parce que ça veut dire que quelqu'un qui va aller chercher votre composant dans votre code, il va voir directement à côté comment l'utiliser. Et du coup, à l'intérieur, on va avoir, lui, il est un petit peu compliqué, donc la déclaration des stories, où l'idée c'est de dire, voilà, ça c'est le composant dans ce cadre-là. Comment est-ce que je l'utilise? Donc, lui, c'est un cas particulier d'utilisation. Et voilà comment je l'utilise. Là, le problème, c'est que je ne suis pas assez préparé apparemment. Et que du coup, ce composant, c'est un wrapper qui est au milieu de la classe, enfin de la story. Et du coup, il faut remonter ici pour voir comment c'est utilisé. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser un wrapper pour l'utiliser peut-être? Et du coup, en fait, ça permet de voir directement un cas réel d'utilisation, mais ce n'est pas dans tout un tas applicatif déjà fait. Vous avez directement le cas minimal d'utilisation. Et sur chaque composant, donc, vous allez pouvoir faire autant de cas particuliers que vous voulez. Et autant de stories que vous voulez. Donc ça, c'était juste pour présenter un petit peu l'outil. Si vous voulez, vous avez une présentation qui a été faite à React Europe cette année par, j'ai plus le nom, mais je vous le ferai passer, attends, je vais vous le retrouver, ce sera mieux quand même. Non, je suis sur Mac, donc je vais pas pouvoir le retrouver. Mais en tout cas, c'est par une personne qui travaille chez Airbnb, qui a fait une présentation et qui va la refaire au best-of des meet-up de Paris.
et qui du coup est la personne qui a fait un certain add-on qui s'appelle React Stories Book Specs, je crois, qui permet de rajouter des tests dans vos stories. Et en fait, c'est ça tout l'intérêt de React Storybook, c'est que vous allez pouvoir rajouter des add-ons qui vont ajouter encore plus d'informations à vos stories. Le premier add-on, ce serait le cas de Living Documentation, où le but, c'est de dire j'ai pas envie d'avoir juste des composants affichés, je veux aussi avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à une doc. Et donc là, tout ce que vous voyez ici, en fait, c'est quelque chose qui a été généré automatiquement par cet add-on-là, où il va reprendre les prop types que vous avez définis sur votre composant que vous testez, et il va faire un petit tableau pour vous dire qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est pas obligatoire, etc. Il va montrer comment est-ce qu'on a fait pour représenter cette stories, et éventuellement une petite description. L'intérêt, c'est que du coup, vous allez être plus proche d'un style guide et moins proche d'un outil purement développeur technico-technique. Et du coup, vous allez pouvoir discuter avec des graphistes qui vont pouvoir voir comment vous faites l'implémentation de leur truc, etc. Et qui vont pouvoir surtout interagir vraiment avec l'application et voir comment, si vous avez merdé ou pas. Ensuite, il y a un autre add-on qui est très rapide, c'est pour jouer avec les composants, c'est le Knob add-ons, où en fait l'intérêt c'est que en cliquant sur normalement en fait là il y a des petits tabs qui permet de choisir la vue, une vue, et qui du coup fait apparaître cette petite information qui en fait est assez sympa parce que du coup vous allez pouvoir jouer en live avec les propriétés en visualisant les propriétés. C'est pas le composant qui va gérer son état, c'est juste vous qui allez relancer un render du composant avec les propriétés qui vous vont bien. Donc si jamais par exemple c'était un composant avec beaucoup de texte, vous pouvez jouer en live en mettant beaucoup de texte pour voir si votre composant va résister à ça. Et vous pouvez aussi faire en sorte de mélanger un petit peu toutes les propriétés, mettre dans un état incohérent pour vérifier que votre composant il va survivre à ça. Un autre, celui-là je l'aime beaucoup, c'est rajouter en fait du snapshot testing sur vos stories. Le snapshot testing, en fait, c'est quoi? C'est un moyen de dire à un moment T, je vais avoir mon composant qui marche. Je sais qu'il marche. Du coup, je vais sauvegarder l'état de ce composant avec cette configuration-là. Et plus tard, quand je vais relancer mes tests, qui sont des snapshots, il va comparer le nouveau résultat de vos tests avec l'ancien résultat. Si jamais ça a changé, vos tests vont fail et va vous dire, ben voilà, ça a changé. Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu vas vouloir, est-ce que c'est un changement voulu? Et si oui, bah, préviens-moi, sinon corrige ce que tu as fait. Pour voir un petit peu, en fait, au début, historiquement, ils avaient utilisé les composants internes de Jest, sauf que du coup, Jest évoluant, ils se sont rendus compte que en fait, c'était pas bête d'utiliser Jest directement. Et du coup, ils utilisent Jest. Et ce que ça vous apporte, c'est que du coup, vous allez pouvoir utiliser plein de tous les trucs de test que vous utilisez déjà en dehors de React Storybook, avec les mocks, etc. Et donc ça, c'est vraiment top. Et si vous ne l'utilisez pas encore, utilisez-le. Non, je vais y arriver. Voilà. Je reprends ma story. Donc le dernier add-on que je voulais vous montrer pour cette présentation, c'est donc celui de React Specification.
et qui est justement fait par la personne qui a... Voilà, donc j'avais son pseudo, mais à dire c'est un peu compliqué. Donc c'est cette personne qui est française et qui fait, en fait, l'avantage c'est que vous allez pouvoir faire vivre au milieu de vos composants les tests, par exemple des tests enzymes que vous auriez écrits. Et du coup, ça va s'afficher ici dans l'interface et vous allez pouvoir voir en temps réel comment ça évolue. Je crois qu'ils sont en train de réécrire et de faire une version 2 où du coup ça sera encore plus responsive et ça sera encore mieux. J'en sais pas suffisamment. Je pense que vous pouvez contacter directement la personne et elle saura vous répondre. Voilà. Donc c'était tout pour React Storybook et les différents types de composants que je vois dans une application. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ça marche avec React Native? Alors, qu'est-ce qui marche avec React Native? Ce qu'on vient de voir là, Storybook. Alors, Storybook, honnêtement, je ne sais pas trop, j'ai jamais fait de React Native. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent au moins avec React Native Web pour avoir l'affichage. Après, j'en sais pas plus que ça. J'ai vu passer Native à un moment. Mais enfin, je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Je sais pas trop comment derrière ça fonctionne. Parce que après, il y a d'autres solutions qui existent qui est en fait de passer par un truc en SaaS qui permet de faire le rendu sur un truc vachement loin et tout ça. Mais je crois que pour le faire bien facilement, je crois que il faut passer par React Native Web, à confirmer. Ouais. Tu as montré je me rappelle plus le nom que les components que tu fais qui sont métiers, Ouais. mais qui gèrent juste des groupes de composants qui affichent tout. Oui. Là, moi, j'ai appelé ça soit les contrôleurs métiers, soit les présentateurs métiers. Présentateurs métiers. Les Ouais. présentateurs métiers, vu qu'ils gèrent des composants qui gèrent des présentateurs qui gèrent le DOM, est-ce qu'ils ne gèrent pas directement le DOM? Et du coup, Alors, en fait, moi, ce que je fais à titre personnel, c'est que je vais positionner tous mes composants UI dans un dossier séparé. Et l'avantage, c'est que du coup, si jamais je veux reprendre la même structure pour dire bah, ça c'est un tab, que ce soit en React ou React Native, je vais pouvoir dire au moment de mon bundling, dire plutôt que d'aller chercher dans le dossier web des présentateurs UI, de l'UI, va chercher dans le dossier natif de l'UI. En gros, c'est non, c'est pas vraiment les wrappers parce que là c'est plutôt au moment de la compilation. Ça va être de dire dans Webpack, je mets un alias pour dire quand je récupère dans thème slash le nom de mon composant UI, ça va le chercher soit dans un dossier web, soit dans un dossier autre. Je ferai un exemple après. Et sinon, après, l'autre technique, c'est d'utiliser soit des HEC, parce que ça marche bien d'utiliser, du coup, de passer le paramètre, enfin le composant en paramètre pour faire la suite, ou alors éventuellement même les functions as children pour dire finalement le présentateur, enfin le métier va être responsable de donner des nouvelles données, qu'est-ce que c'est que ma liste, etc. Et de laisser le reste à celui qui va utiliser le composant métier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Au niveau des tests snapshots, Ouais. je ne suis pas sûr d'avoir compris si c'était un storybook ou si c'était avec Storybook, c'était un composant et qu'ensuite c'était un storybook. Alors, en fait, donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu, la question c'est les snapshots, est-ce que c'est intégré à Storybook ou est-ce qu'il faut faire des trucs séparés, si c'est bien ça? Du coup, en fait, l'idée c'est que au moment où je vais essayer de retrouver celui-là. Voilà. Donc, le concept d'un test avec des snapshots, ça va être de dire fais-moi
un snapshot. Donc, comment est-ce qu'est affiché ce composant quand je te donne ce composant-là, dans cet état-là. Et en fait, quand on regarde là les stories, ben, là, je renvoie un composant dans un état particulier, et c'est ça que je vais pouvoir tester. Donc en fait, le story shot, ils appellent ça, ça va prendre partie de ça pour faire automatiquement les tests, les snapshot testing à partir des stories déjà existantes. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce qu'on passe à l'apéro? Bon, eh bien merci. Merci à vous. On a tiré au sort les vainqueurs pour la licence. Tu peux utiliser le... Si Julien peut venir annoncer les vainqueurs pour vérifier qu'ils sont toujours dans la salle. C'est bon. Je l'ai éteint. Grégory. Est-ce que Grégory Castilla est là? Et Romain Coeur. Est-ce que Romain est là? Du coup, rendez-vous. C'est un et deux, c'est ça? Ils sont déjà partis.